Si vous aimez les récits vrais, les destins rares et les voix qui traversent le temps, abonnez-vous avant de plonger avec moi dans l'histoire d'une femme dont la douceur a fait trembler le monde, Nana Mouskouri. Il y a des voix qui marquent une époque, et puis il y a celles qui la dépassent, qui deviennent le fil invisible reliant les générations. Celle de Nana Mouskouri appartient à cette seconde catégorie. Une voix qui n'a pas seulement enchanté les foules, mais qui a guéri des cœurs, bercé des âmes et bâti, sans tapage, un empire de beauté et de retenue. Aujourd'hui, à 91 ans, Nana Mouskouri demeure une légende discrète. Elle a vendu plus de disques que Céline Dion, plus que Madonna. Et pourtant, quand on évoque le mot « luxe », son nom ne vient pas toujours en premier. Peut-être parce que son luxe n'est pas celui de l'or, ni des diamants. Le sien est tissé de silence, de lumière et de souvenirs. Un luxe d'élégance, d'âme et de vérité. Son empire, estimé à plus de 30 millions de dollars, n'est pas né de la démesure, mais d'une fidélité rare, à la musique, à la vie et à elle-même. Alors, comment une jeune fille née sur une île grecque pauvre a-t-elle bâti l'une des carrières les plus impressionnantes du XXe siècle? Comment vit une légende une fois que les projecteurs s'éteignent? Pour comprendre, il faut remonter à la source, à la Canée, en Crète, en 1934. Le père de Nana travaillait comme opérateur de cinéma, sa mère comme ouvreuse. Leurs revenus étaient modestes, leur quotidien simple, parfois dur. Mais derrière cette façade d'ordinaire se cachait un miracle. Une petite fille aux yeux curieux, timide mais déterminée, qui possédait un don que la science elle-même allait qualifier de mystère. On raconte que Nana ne chantait pas comme les autres. Il y avait dans sa voix quelque chose de presque irréel, un frisson qui traversait ceux qui l'écoutaient. Bien des années plus tard, des médecins découvriraient qu'elle ne possédait qu'une seule corde vocale pleinement fonctionnelle. Une seule. Mais quelle corde! Celle qui allait faire d'elle l'un des instruments les plus précieux de l'histoire de la musique. Les débuts furent pourtant modestes. À Athènes, où la jeune Nana ventudillait la musique, elle portait des robes simples et des lunettes trop grandes. On se moquait parfois d'elle. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle savait déjà, au fond d'elle, que la beauté n'était pas une affaire d'apparence, mais de vérité. Les premières scènes, les premiers concours, les premiers regards d'un public conquis. Et puis, un jour, cette chanson, Weiße Rosen aus Athen, les roses blanches d'Athènes. Un titre enregistré presque par hasard, mais qui allait bouleverser sa vie. En quelques semaines, il franchit les frontières de la Grèce pour devenir un succès mondial. En Allemagne, en France, en Australie, au Japon, la voix de Nana s'éleva, pure, limpide, reconnaissable entre toutes. Le monde venait de découvrir une étoile. Ce succès fut le point de départ d'une carrière monumentale. Plus de 200 albums, chantés dans 12 langues, vendus à plus de 350 millions d'exemplaires. Une prouesse presque inimaginable, surtout pour une femme qui refusait les artifices. Tandis que d'autres artistes flambaient dans les excès, Nana, elle, économisait. Elle investissait, patiemment, prudemment, dans l'immobilier, dans la musique, dans des causes humaines. Ce sens du devoir, elle le tenait sans doute de son enfance sous l'occupation nazie, la faim, les bombardements, la peur. Ses cicatrices de guerre ne l'ont jamais quittée, mais elles lui ont appris une chose, la dignité dans le silence. C'est cette force tranquille qui l'a accompagnée toute sa vie, dans chaque décision, chaque note, chaque geste. Aujourd'hui encore, sa fortune n'est pas le fruit du hasard, ni de caprices modernes. Ce sont les droits d'auteur, les licences, les rééditions, les diffusions. Ces chansons résonnent toujours dans les films, les publicités, les séries, et même sur TikTok, où une nouvelle génération redécouvre sa voix. Le titre « Quand tu chantes » a récemment connu un second souffle grâce à la série « Cassandre », symbole d'une jeunesse qui redonne vie à celle d'hier. Mais au-delà des chiffres et des succès, ce qui fascine chez Nana Mouskouri, c'est la constance, l'élégance sans effort, la manière dont elle a su construire un empire sans jamais trahir sa simplicité. Son luxe est celui du calme, de la beauté du vrai, de la lumière qui ne cherche pas à éblouir, mais à apaiser. À Genève, dans une villa nichée entre les collines des rives du lac Léman, Nana vit depuis plus de 60 ans. Là-bas, les couchers de soleil s'étirent comme des notes suspendues et le silence a la douceur d'une mélodie ancienne. Dans ce lieu, tout semble parler d'elle. La retenue, l'harmonie, la paix. « Quand je suis en Suisse, je me sens en sécurité », disait-elle un jour. C'est un pays juste, démocratique, où les gens sont discrets. Et cette discrétion, c'est peut-être le fil d'or qui tisse toute sa vie.
La villa, achetée dans les années 60, n'a rien d'un palais clinquant. C'est une maison vivante, habitée par des souvenirs. Des disques d'or, des lettres manuscrites signées Léonard Cohen ou Kinsey Jones, des photos de ses enfants, Nicolas et Hélène, et du grand amour de sa vie, André Chapelle, son mari, son complice, son encre. Dans le salon, un piano Steinway trompe encore, offert par une maison de disques européenne dans les années 1980. Nana ne le joue presque plus, mais il reste là, symbole de toute une vie dédiée à la musique. Sur les murs, des œuvres d'art, offertes par ses amis poètes et peintres du cercle Flocas, ce groupe intellectuel qui anima la scène grecque des années 60. Chacune de ces toiles semble contenir une part de son histoire. Et dans chaque pièce, une atmosphère douce, feutrée, presque intemporelle, comme si le temps ici s'était arrêté pour l'écouter. À suivre dans la partie 2, le cœur caché de son empire, la maison, la fortune et les choix de vie d'une diva sont couronne. Le luxe de la vie de Nana Mouskouri. Partie 2. La maison, la fortune et la vie secrète d'une diva sans couronne. La maison de Nana Mouskouri, perchée sur les hauteurs de Genève, n'a rien d'un château hollywoodien. Elle n'éblouit pas par la taille ni par les dorures, mais par quelque chose de plus rare, la paix. Quand on franchit le petit portail en fer forgé, on entend d'abord le bruissement des arbres, puis le murmure de la ville en contrebas. Rien de grandiloquent, rien de forcé. Le jardin, entretenu avec soin, respire la sérénité. Des roses blanches, un clin d'œil discret à Weiße Rosenhaus Athen, bordent le chemin de pierre menant à la porte d'entrée. C'est ici, dans cette villa discrète, que la chanteuse vit depuis plus d'un demi-siècle. À l'intérieur, l'atmosphère est à la fois intime et majestueuse. Des meubles en bois clair, des rideaux couleur crème et un parfum léger de lavande flottent dans l'air. Sur une table, des partitions annotées à la main. Dans un coin, un tourne-disque encore en état de marche. Rien n'a été choisi pour impressionner. Tout a été pensé pour rester vrai. Nana Mouskouri a jamais cherché à afficher sa réussite. « Je ne me suis jamais sentie riche », confiait-elle dans une interview à la RTS. « Je me sens surtout chanceuse. La vraie richesse, c'est devoir garder la liberté. » Et cette liberté, elle l'a construite pas à pas. Durant les années 70 et 80, alors que d'autres artistes dépensaient sans compter, Nana investissait. Pas dans les voitures ou les bijoux, mais dans l'immobilier, les droits musicaux et des œuvres d'art sélectionnées avec goût. Elle possédait plusieurs appartements en Europe, à Athènes, à Paris et un autre plus modeste à Londres, qu'elle utilisait comme pied-à-terre lors de ses tournées. Mais c'est à Genève qu'elle a trouvé son équilibre. La Suisse lui offrait non seulement un havre de paix, mais aussi une stabilité fiscale avantageuse. Grâce à une gestion rigoureuse, sa fortune personnelle, estimée aujourd'hui à 30 à 35 millions de dollars, est le fruit d'une discipline exemplaire. Chaque franc gagné provenait d'un concert, d'un disque vendu ou d'une réédition légale. Pas de scandale, pas de spéculation hasardeuse, juste la constance d'une femme qui n'a jamais cessé de travailler. Un ami proche racontait un jour « Nana garde chaque reçu, chaque document. Chaque facture. Elle connaît la valeur exacte de tout ce qu'elle possède, pas par obsession, mais par respect du travail accompli. Et ce respect, on le retrouve dans tout ce qu'elle fait. Ses journées sont réglées avec la précision d'une horloge. Elle se lève tôt, lit le Presse international, puis se rend dans son petit bureau sur-le-lac. Là, entourée de livres, elle écrit encore des lettres à la main. Parfois, elle répond personnellement à ses fans. « Ce sont eux qui m'ont porté », dit-elle endiablée. « Je leur dois ma vie. » L'après-midi, elle aime marcher près de la rive. Les habitants de Genève ont souvent croisé cette silhouette frêle, vêtue de manteau beige, lunettes noires sur le nez, un foulard autour du cou. Distraite, polie, presque invisible. Peu devine qu'ils viennent de croiser une femme qui a vendu 350 millions d'albums. Chez elle, tout parle de musique. Dans le salon, un immense mur est recouvert de disques d'or et de photographies. Nana, avec Charles Aznavour, Harry Belafonte, Julio Iglesias, Leonard Cohen. Des souvenirs d'une époque où la musique avait une âme, où chaque collaboration naissait d'un respect mutuel. Mais sur le bureau, entre tous ces trophées, trône à la photo bien plus précieuse. Celle d'André Chapelle, son mari, son producteur, son pilier. Leur amour aura duré plus de 60 ans. Ensemble, ils ont bâti non seulement une carrière, mais une vie. Il ne m'a jamais imposé de direction. Il m'a simplement appris à croire en moi.
disait-elle lors des commotions un jour. Depuis sa disparition, la maison semble plus silencieuse, mais pas triste. C'est un silence habité, un silence d'amour prolongé. Nana gardait ses affaires là où il l'a jasé laissé. Une paire de lunettes, une écharpe, un carnet de notes, rien n'a bougé. Son luxe à elle se mesure dans ses détails, dans le fait de ne rien changer, de préserver la trace de ce qu'elle aime, dans le rituel du café du matin, préparé à la même heure, dans la même tasse en porcelaine fine. Elle n'a jamais voulu de majordome, ni de chauffeur. Elle conduit elle-même sa voiture, une belle CDS E-Classe grise, achetée il y a plus de 10 ans. Sobre, fiable, sans rotation, à son image. Et quand on lui demande pourquoi elle n'a jamais succombé à la tentation des excès, elle reprend simplement « Je viens de Nil où les gens avaient peu. Quand on a connu la faim, on ne gaspille plus jamais rien. » La fortune de Nana Mouskouri, c'est aussi celle de sa musique mortelle. Ses royalties continuent de générer des revenus considérables, notamment grâce à des plateformes comme Spotify ou Apple Music, où ses chansons connaissent un regain d'intérêt. Les pays germanophones, la France, le Canada et le Japon figurent parmi ses plus grands marchés. Elle reçoit encore chaque année des droits d'auteur de plus de 1,5 million d'euros, selon les estimations de la société SACEM. Une somme qu'elle redistribue en partie à des associations éducatives et médicales, notamment celles dédiées aux enfants réfugiés. Je ne crois pas aux grandes déclarations. Je crois aux petits gestes répétés, aime-t-elle dire. Ce rapport humble à la duchesse, cette distance vis-à-vis du monde du luxe, explique pourquoi Nana Mouskouri demeure unique. Elle incarne un autre luxe, celui du temps. Le luxe de boire des culs, sans trahir son art. Le luxe de la vie de Nana Mouskouri, partie 3. Les voyages, les voitures et l'empire du cœur. Il y a des artistes qui traversent le monde pour être vus. Et puis, il y a ceux qui voyagent pour rencontrer. Depuis plus de 60 ans, Nana Mouskouri fait partie de cette seconde famille. Elle n'a jamais cherché la gloire, elle a cherché le partage. Et c'est peut-être ce qui explique que, partout où elle passe, les foules ne l'oublient jamais. Dans les années 60, alors que le monde de la musique s'enflammait autour des Beatles et d'Elvis, Nana, elle, parcourait l'Europe à bord d'une vieille Peugeot 504 bleue, accompagnée de quelques musiciens fidèles. Ils transportaient les instruments, les costumes et parfois même les décors du concert dans le coffre. Aucun luxe, aucun confort particulier. Mais dans chaque ville, dès qu'elle entonnait les parapluies de Cherbourg ou Only Love, le silence se faisait. Ce contraste entre la simplicité du voyage et la grandeur de la voix faisait d'elle une figure à part. « Je n'avais pas besoin de limousine », disait-elle un jour en souriant. « Ma voix me portait plus loin que n'importe quelle voiture. » Avec le temps, ces tournées sont devenues de véritables pèlerinages musicaux. Genève, Athènes, Paris, Tokyo, Buenos Aires, Montréal. Un tour du monde permanent. Souvent plus de 150 concerts par an. Mais jamais d'excès, jamais de caprice. Nana voyageait toujours en classe économique, jusqu'à la fin des années 80, avant que son équipe ne l'incite à passer à la classe affaires pour sa santé. Ses assistants racontent qu'elle préparait elle-même sa valise. Dedans, 2 robes noires, une paire de lunettes de rechange, un livre et un chapelet. Rien de plus. Sa philosophie tenait en une phrase. On chante mieux quand on voyage léger. Les voitures qu'elle a possédées reflètent cette même sobriété. Pas de Ferrari, pas de Rolls-Royce, juste des véhicules choisis pour leur discrétion et leur fiabilité. Dans les années 1970, une Peugeot 504 bleu marine. Dans les années 1980, une Volkswagen Passat beige. Dans les années 1990, une Mercedes-Benz E-Class grise. Et plus récemment, une Lexus hybride, choisie pour son silence et son respect de l'environnement. Nana a toujours conduit elle-même, même lors de ses tournées. Elle aimait sentir la route, observer le monde à travers le pare-brise, écouter la radio en plusieurs langues. Souvent, elle chantait doucement en conduisant pour garder la voix chaude. Ses assistants se souviennent de ces trajets où le moteur ronronnait doucement pendant qu'elle murmurait « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment ». Les voyages n'étaient pas pour elle un symbole de réussite, mais une école de vie. À chaque pays, elle apprenait quelques mots, quelques coutumes, qu'elle glissait dans ses concerts. Au Japon, elle saluait le public en japonais. En Allemagne, elle plaisantait dans leur langue. Au Canada, elle parlait français avec un accent grec plein de charme. Et chaque fois, le public l'accueillait comme une amie de longue date.
Je ne t'ai jamais une étrangère. La musique efface les frontières. Cette connexion profonde avec son public a forgé ce que les journalistes appellent aujourd'hui l'empire du cœur. Pas un empire bâti sur la fortune ou les chiffres, mais sur l'émotion. À travers les décennies, ces chansons sont devenues des refuges, des promesses de douceur dans un monde de bruit. À Berlin, un homme lui a confié après un concert « J'ai survécu à la guerre en vous écoutant chanter à la radio ». À Montréal, une mère a raconté « Ma fille s'endormait chaque soir avec votre voix. Aujourd'hui, elle a des enfants, et c'est toujours votre disque qu'elle met pour les apaiser. » Et à Athènes, une vieille amie lui a murmuré « Tu as chanté pour nous quand nous n'avions plus de mots. » Nana ne s'est jamais lassée de ces rencontres. Même après plus de 10 000 représentations, elle prenait encore le temps de signer, de sourire, d'écouter. Jamais un mot de trop, jamais un geste froid. Une journaliste française disait d'elle « Nana Mouskouri, c'est la politesse devenue musique. » Et pourtant, derrière cette douceur, il y avait une rigueur d'acier. Chaque concert était répété jusqu'à la perfection. Chaque note, chaque lumière, chaque transition devait être juste. Elle arrivait toujours 2 heures avant le spectacle et restait après la fin pour remercier son équipe. Quand on lui demandait un jour ce qu'elle considérait comme son plus grand luxe, elle répondit sans hésiter. Pouvoir encore chanter. Et surtout, être encore écoutée. Car à 91 ans, sa voix n'a pas disparu. Elle s'est adoucie, patinée, devenue plus fragile, mais aussi plus émouvante. Aujourd'hui, elle ne monte plus sur scène mais continue d'enregistrer quelques chansons depuis chez elle dans un petit studio aménagé dans une pièce de la villa. Elle chante souvent pour elle-même ou pour ses enfants et ses petits-enfants. Et quand elle ferme les yeux, elle revoit les foules, les lumières, les applaudissements. Mais surtout, elle entend encore ce murmure universel, le cœur des gens battant au rythme de ses chansons. Dans une interview donnée à la télévision grecque, on lui demanda « Vous avez parcouru le monde entier. Quelle est la plus belle ville selon vous ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit doucement « Celle où on m'écoute avec le cœur. » Et peut-être là se trouve tout le secret de Nana Mouskouri. Elle n'a jamais cherché à posséder le monde. Elle a simplement voulu l'émouvoir. Le luxe de la vie de Nana Mouskouri, partie 4, l'héritage d'une âme libre. À 91 ans, Nana Mouskouri ne cherche plus les projecteurs. Elle vit entourée de silence, de livres, de musique et de souvenirs. Mais ce silence n'a rien de vide. Il résonne encore de toutes les voix, de tous les applaudissements, de toutes les vies qu'elle a croisées. Le luxe de Nana aujourd'hui, c'est celui de temps retrouvé. Le temps de lire, de penser, d'écouter la pluie tomber sur les vitres de sa maison à Genève, le temps d'écrire encore, parfois, dans son carnet à la couverture rouge, quelques phrases, des pensées, des fragments de gratitude. J'ai chanté toute ma vie. Maintenant, je veux simplement écouter. Sur une étagère, à côté de ces trophées, repose une petite boîte en bois. À l'intérieur, des objets d'une simplicité bouleversante. Une mèche de cheveux de sa mère, une bague offerte par son père, une photo jaunie d'elle enfant à la Canet et un vieux billet d'avion pour Paris, celui de son premier grand départ. Rien de précieux au sens matériel, mais chaque objet, pour elle, est une mémoire vivante, le témoignage d'un chemin parcouru, d'une vie qui a préféré la lumière intérieure à l'éclat du paraître. Beaucoup s'interrogent. Que reste-t-il de Nana Mouskouri aujourd'hui? Des chansons, bien sûr, plus de 1500 enregistrées dans 12 langues, mais au-delà des chiffres, ce qui demeure, c'est une façon d'être au monde, une manière douce et fière de rappeler que la simplicité n'est pas le contraire du luxe, c'en est la forme la plus noble. Le vrai luxe, disait-elle, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être. Être libre, être sincère, être reconnaissante. Cette phrase presque anodine résume tout son héritage. Car Nana Mouskouri n'a jamais vécu comme une star. Elle n'a jamais voulu dominer, seulement rassembler. Dans un siècle où tout se mesure, elle a choisi l'intemporel. Dans un monde de bruit, elle a choisi la douceur. Ses concerts n'étaient pas des spectacles, mais des confessions musicales. Chaque chanson,
une prière. Chaque note, un acte d'amour. Et cet amour, elle l'a offert sans calcul, sans stratégie, sans peur de disparaître. Aujourd'hui, il lui revient 100 fois amplifié à travers les messages, les vidéos, les reprises de jeunes chanteurs qui, parfois, sans même connaître son visage, ressentent encore sa lumière. Dans sa maison, une grande fenêtre donne sur le lac Léman. C'est là qu'elle s'assoit chaque matin, une tasse de thé à la main. Elle regarde l'eau, immobile, et dit souvent « C'est ici que je me sens à ma place, entre la terre et le ciel ». Parfois, elle fredonne doucement, comme pour elle seule. Sa voix, plus fragile qu'autrefois, tremble légèrement, mais garde une clarté étonnante. Quand on l'entend, on comprend. Ce n'est pas une voix qui vieillit, c'est une voix qui se souvient. Nana Mouskouri a traversé un siècle de changements, de révolutions, de modes et de silence, et pourtant, elle n'a jamais cessé d'incarner cette idée simple et rare. Le vrai succès, c'est de rester fidèle à soi-même. Elle a tout connu, la gloire, la solitude, la reconnaissance mondiale, la perte, la vieillesse, mais jamais elle n'a cessé de dire merci. Si je devais recommencer, je chanterais exactement les mêmes chansons. Son héritage ne se limite pas à la musique, il est spirituel, presque philosophique. Il nous enseigne qu'on peut être immense sans être bruyant, qu'on peut être riche sans posséder, qu'on peut être fort tout en restant tendre. Dans une époque obsédée par la performance, elle rappelle la valeur du calme, de la patience, de la gratitude. Et quand on lui demande ce qu'elle souhaite laisser derrière elle, elle répond avec un sourire. Un peu de lumière, si possible, et des chansons qu'on fredonnera encore quand je ne serai plus là. Ce peu de lumière, pourtant, illumine encore des millions de vies. Ses disques continuent de se vendre, ses chansons d'être rediffusées, sa voix d'inspirer. Mais au fond, Nana s'en moque. Ce qui la touche, c'est qu'un enfant de 10 ans, quelque part dans le monde, découvre Only Love et ressent une émotion sincère. C'est cela pour elle, le vrai luxe, être encore capable de toucher un cœur. Quand le soir tombe sur Genève, sa maison s'éteint doucement. Une lampe reste allumée dans le salon. Sur le piano Steinway, une partition ouverte, Amazing Grace. Elle ne la joue plus souvent, mais parfois, ses doigts effleurent les touches, comme pour vérifier que la musique ne s'est pas envolée. Et alors, le miracle recommence. Quelques notes flottent dans l'air, lentes, pures, presque sacrées. Le silence les accueille et le monde semble s'arrêter, une fois encore, pour écouter la voix de Nana Mouskouri. Je ne suis pas éternel, mais mes chansons, elles, continueront à vivre dans les cœurs. C'est ma façon à moi de rester un peu vivante. Dans cette phrase, toute la vérité de sa vie tient en quelques mots. Le luxe pour Nana Mouskouri n'a jamais été d'accumuler, mais de transmettre. Transmettre la beauté, la paix et cette bonté silencieuse qui fait d'elle, aujourd'hui encore, une légende sans couronne. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Prisme de Renom pour ne manquer aucun récit sur les vies extraordinaires qui ont façonné notre monde. Et vous, dites-moi, pour vous, qu'est-ce que le vrai luxe ?